Alors, on commence par le Cameroun, où le Conseil constitutionnel a tranché et écarté Maurice Kamto de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour analyser cette décision qui vient de tomber, je suis avec Jean-Bruno Tagne, journaliste, fondateur de Naya TV, auteur de nombreux livres, dont Accordé avec fraude, paru aux éditions du Chabel, et Djekam Tchameni, figure historique des luttes pour la démocratisation au Cameroun et membre du groupe de Douala. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour Théo et bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour Djekam Tchameni. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, je vais commencer par vous demander votre réaction à chaud sur ce rejet de la candidature de Maurice Kamto qui vient de tomber. Maurice Kamto est une atteinte grave à l'état de droit, à la démocratie camerounaise qui est en construction depuis de longues années. En réalité, ce vote préélectoral est une grosse atteinte à la démocratie et à la justice au Cameroun. Parce que tout cela était prévisible au regard de tout ce qu'on a observé ces derniers mois tout au long de ce vaudeville préélectoral qui laissait présager que l'objectif de tout cela, c'était d'écarter l'opposant qui semble être le plus en même de faire face très sérieusement à Kamto, au président Paul Biya, au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Donc, on n'est pas très surpris, mais en même temps un peu déçu parce qu'au-delà de la personne de Maurice Kamto, c'est en réalité la démocratie camerounaise qui a à plaindre et le processus électoral qui me semble déjà sérieusement compromis quant à la capacité des Camerounais à pouvoir désigner celui qui va présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. Donc Jean-Bruno, pour toi, ce rejet décrédibilise d'emblée le scrutin du 12 octobre. Quand on regarde objectivement la scène politique camerounaise aujourd'hui, Maurice Kamto est l'opposant qui, sur les 7 dernières années, a le mieux travaillé sur le terrain. Il a mobilisé, et ce n'est pas un hasard s'il a cristallisé toute l'attention du pouvoir. Et donc, dès le départ, il était entendu qu'il y avait énormément de manœuvres pour essayer d'obtenir l'invalidation de sa candidature. Tout s'est passé aller à cette élection, ce qui est quelque chose d'absolument regrettable. Et au-delà de la démocratie camerounaise qui a été malmenée tout au long de ce vaudeville préélectoral, il y a également les institutions, parce que le monde entier a été témoin de toutes les manœuvres, y compris les plus grossières possibles, qui ont été menées par le ministère de l'administration territoriale pour essayer de convaincre Elections Cameroun, l'organe en charge du processus électoral au Cameroun, et puis le Conseil constitutionnel, de ce que la candidature de Kamto était irrecevable. On a assisté quand même à des choses terribles où l'administration traficote elle-même son site internet, où en 24 heures, l'administration peut décider de changer le président d'un parti politique. Bref, on a eu droit à toutes sortes de choses qui devraient pouvoir, qui ont violé la conscience de tous ceux qui croient encore dans la capacité des Camerounais, ou alors qui croyaient encore dans la capacité des Camerounais à pouvoir librement choisir pour la première fois le premier président élu de l'histoire du Cameroun. Je me tourne vers vous, Djekam Tchameni. Vous avez une sorte de recul en fait sur les scrutins électoraux au Cameroun. Vous avez été un des artisans des années de l'organisation de l'opposition pendant les années de Braise, au début des années 90. Comment en arrive-t-on là en 2025? Quelle est l'analyse spécifique que vous faites de cette actualité-là en la reliant à l'histoire récente du Cameroun? Djekam Tchameni. Merci pour votre question. En fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous avez raison de faire appel à l'histoire et à la nature même du régime ou du système avec lequel qui est au pouvoir au Cameroun depuis pratiquement 60 ans. Vous savez, ça fait pratiquement 45 ans que je lutte contre ce régime dont la qualification en termes de nature, c'est un régime totalitaire. Il n'est pas simplement dictatorial. Il est totalitaire au sens qu'il n'accepte pas à côté de lui l'existence de quelque chose qui ne peut pas soit tuer, soit avaler, quoi.
Et donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas surprenant pour moi, même si j'en reste absolument déçu, parce qu'après 45 ans de lutte, on aurait pu espérer voir quand même que Maurice Kamto, qui n'est pas un révolutionnaire, mais quelqu'un qui est un réformiste, qui a travaillé avec ce régime, l'acharnement qu'il y a contre cet individu me surprend. D'autant plus que, je vous le dis, hein, moi j'ai fait la prison politique avant les années 90, et ensuite nous avons connu des périodes extrêmement difficiles. Mais même pendant cette période-là, nous n'avons pas été témoins d'un tel acharnement contre un individu en particulier. Et qu'est-ce qui motive ça? C'est difficile à comprendre, parce que entre-temps, il reste quand même dans l'opposition des gens qui, mis ensemble, pourraient être un véritable danger pour le pays, mais nous étions absolument surpris, déçus. Nous espérions que la Cour constitutionnelle allait rectifier ce qui, à nos yeux, paraissait une erreur du Conseil électoral. Alors, si on vous entend, est-ce que si vous poussez votre raisonnement un peu plus loin, est-ce qu'il faut craindre des troubles au Cameroun? On a déjà vu des militants de Maurice Kamto violemment dispersés aux abords du palais de congrès où se déroulaient ces audiences. On a vu un communiqué du ministère de l'administration territoriale qui a annoncé des arrestations, des surveillances numériques permettant de débusquer des agitateurs. Est-ce qu'il faut craindre des troubles, Djeukam Tchameni? La chose qui est certaine, c'est que qui décide par lui-même ce qu'il peut supporter et ce qu'il ne peut plus accepter. Nous ne sommes pas là pour en appeler aux gens nécessairement à l'insurrection, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette élection du 12 octobre 2025 remplit un ensemble de conditions qui permet d'espérer que si l'opposition camerounaise elle-même pose des actes un peu plus réfléchis qu'elle l'a fait les 5 dernières élections, il est possible que l'on puisse obtenir une victoire. Et je vais vous dire pourquoi, M. Komo. La première, c'est que le contexte historique au plan mondial y prête. Il y a un affaiblissement réel de l'influence de la France de façon générale et en Afrique et particulièrement même au Cameroun. Il y a le vieillissement du monarque, il y a des divisions au sein même du régime entre certains fonctionnaires et certains oligarques du parti au pouvoir. C'est la première fois que j'observe un tel degré de conflit à l'intérieur même du système. Maintenant, il reste pour l'opposition de pouvoir saisir cette opportunité sur le plan international et national, s'unir et faire un front, vous dites. Voilà, faire un front, effectivement, anti-RDPC. Parce que quelque chose qui existe depuis 1997 et qui a empêché l'opposition de pouvoir gagner une élection présidentielle, c'était effectivement cette alliance entre le parti au pouvoir et les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Djeukam Tchameni, on va vraiment entrer dans la prospective, mais il faut quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, sur ces audiences qui ont finalement confirmé, à la suite desquelles le président du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel dans son entier ont confirmé l'exclusion de nombreux opposants dont Maurice Kamto. Écoutons un extrait de la prise de parole de Maurice Kamto qui défendait hier la recevabilité de sa candidature. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle,
si la formation politique qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem était un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Également lancé une pique à Elections Cameroun sur le motif du rejet initial de sa candidature. Le seul argument que Elecam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Alors je reviens vers vous, Dieucam Tchameni et Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne, que penser finalement de la prestation de Maurice Kamto? La candidature de Paul Biya, concurrencée par Léon Teller-Onana, aurait-elle dû être rejetée aussi? C'est un peu la contradiction dans le raisonnement qu'essaie de soulever Maurice Kamto. Oui, effectivement, on observe très bien qu'il y a eu de la part du Conseil constitutionnel et d'abord de Elections Cameroun un deux poids deux mesures assez regrettable quand même. C'est-à-dire qu'on a rejeté le dossier de Maurice Kamto, soi-disant pour double investiture, c'est-à-dire qu'il y avait deux candidats pour le même parti. Sauf qu'en même temps, au niveau du RDPC, il y avait également deux candidats pour le même parti, Léon Teller-Onana et Paul Biya, sans compter que Léon Teller-Onana a fait la démonstration selon laquelle Paul Biya n'était plus président national du RDPC et donc ne pouvait pas être candidat parce que ce parti-là n'a pas tenu le congrès comme l'exigent les textes du RDPC depuis belle lurette. Et donc, ce raisonnement a permis à Léon Teller-Onana de dire que Paul Biya n'était plus légitime pour parler ou non du RDPC, du moins en tout cas pas en tant que président. Mais tous ces arguments ont été balayés du revers de la main par Elections Cameroun. En fait, tout avait été mis en œuvre, Théophile, pour que la candidature de Maurice Kamto ne soit pas retenue. Vous vous souvenez quand même du débat sans fin sur le mandat impératif où on a vu des membres du gouvernement faire des sorties pour dire clairement si Maurice Kamto dépose sa candidature pour le compte du MRC, son parti politique, il ne sera pas retenu. La seule chose qui lui reste, c'est de trouver un parti politique qui peut l'investir. Il a donc trouvé un parti politique qui pouvait l'investir, en l'occurrence le Manidem, et jusque-là, l'administration a nuitamment fabriqué un candidat d'obstruction, l'objectif étant clairement de venir faire invalider la candidature de Maurice Kamto. Nous avons été tous témoins de toutes ces manœuvres-là qui aujourd'hui ont abouti au rejet de la candidature de Paul Biya. Donc on peut dire mission accomplie pour le pouvoir qui ne voulait absolument pas avoir Maurice Kamto comme adversaire au cours de cette élection. Et c'est absolument dommage pour la démocratie camerounaise parce que voyez-vous, il y a de nombreux Camerounais qui ne sont pas encartés, que ce soit pour le MRC ou alors pour un autre parti politique, mais qui croient simplement dans la capacité des citoyens à pouvoir désigner leur président. Mais quand on se comporte de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a décidé depuis le départ que tel ne sera pas candidat, c'est vraiment regrettable. Et pour finir sur ce plan-là, je voudrais revenir sur ce que le président Dieucam Tchameni disait tout à l'heure, lui qui est un vieux routier de la politique camerounaise depuis les années 90, il n'était jamais venu à l'idée de Paul Biya d'utiliser
des stratégies aussi grossières pour écarter ses adversaires, y compris au moment où John Frundi, le leader de l'opposition, le leader historique de l'opposition camerounaise au début des années 90, quand il faisait foule, quand il était vraiment au plus haut de sa popularité, Paul Biya n'écartait pas ses adversaires de manière aussi grossière. Il les laissait venir et trichait pour gagner. Aujourd'hui, qu'il est affaibli parce que le vieux monsieur a 93 ans, il n'est plus tout à fait jeune et donc il est, comme beaucoup l'ont observé depuis quelque temps, un peu l'otage d'un clan qui est prêt à tout pour maintenir un certain nombre de privilèges et donc ils utilisent toutes sortes de subterfuges, maltraitent les lois, mutilent les règlements, humilient l'administration. Bref, ils font feu de tout bois pour essayer de se maintenir au pouvoir. Paul Biya étant agité comme une espèce de fétiche comme ça là, qu'il préserve pour essayer de diriger le pays à travers lui. Donc, Jean-Bruno, si je suis ton raisonnement, ce rejet de la candidature de Maurice Kamto est une forme de victoire de l'entourage de Paul Biya, de ceux qui le prendraient en otage. Plusieurs ministres, comme celui de l'administration territoriale, ont montré leur hostilité vis-à-vis du candidat du Manidem déjà. Absolument, c'est vraiment une victoire pour l'instant, parce que vous demandiez tout à l'heure quelle va être la réaction du peuple. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, il y a la peur qui règne sur le Cameroun, il y a une espèce de terreur qui traverse le Cameroun. Vous avez parlé du ministre de l'administration territoriale, Atangandi, qui passe pour le shérif. Lui-même, il se prend pour le shérif. Il l'a dit à la télévision publique camerounaise. Il dit le shérif est là. Et donc, il y a tout type de les menaces, les agressions verbales, les unes les plus grossières que les autres. Bref, c'est un clan qui est décidé à contrôler le pouvoir et donc au détriment des Camerounais, parce que le président Biya, la dernière fois où on l'a vu apparaître en public, parce que c'est cela, il n'apparaît plus, c'était lors des festivités du 20 mai, à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, et on a vu un homme affaibli et tout, et donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ce n'est pas lui qui tient les rênes du pouvoir parce que ce qui se passe n'est pas le style Biya. C'est un autocrate, on est bien d'accord, mais il ne faut pas croire, il a quand même un style aussi. C'est-à-dire qu'il a souvent agi, mais pas de manière aussi grossière. Il laisse venir... pour vous qui écartez Kamto? Je ne le pense pas. Ce sont ces ravisseurs qui ont écarté la candidature de Maurice Kamto. Alors, on va regarder des images du face-à-face entre Maurice Kamto et le président du Conseil constitutionnel qui témoignent de la tension qui régnait hier au Conseil constitutionnel, mais également d'une forme d'antipathie générale que des hauts fonctionnaires, des magistrats, des membres de l'administration, des membres du parti politique témoignent vis-à-vis de l'opposant principal, du principal opposant camerounais. On regarde les images. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, avec votre permission. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. Les débats sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos, on ne vous a plus donné la parole. C'est plus le débat, si vous permettez. On ne vous a plus donné la parole de toute façon. On va pas dormir ici. D'accord, c'est entendu, Monsieur le Président. Oui. Et on ne peut pas dire que le Conseil ne doit pas avoir peur. Et ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Si vous pouvez vous présenter devant le Conseil, vous portez une arme. Vous portez bien une arme. Cette affaire est mise en délibéré. Alors, on a vu ces images qui sont assez parlantes. Je me tourne vers Djekam Tchameni. Finalement, est-ce que toute cette scénographie d'hier au Conseil constitutionnel camerounais ne témoigne pas d'une sorte de fusion, voire de confusion entre la magistrature, l'administration, le gouvernement et le parti au pouvoir? Exactement. C'est-à-dire la chose qu'il y a, c'est que autant je suis scandalisé comme tout le monde par ce qui arrive au candidat Maurice Kamto, autant il est important de comprendre que nous avons affaire à un régime qui, lui, doit changer. Parce que si on s'attache sur les individus
et qu'on pense que ce qui arrive à X lui arrive parce qu'il s'appelle un tel, alors ça nous empêche de, c'est comme un arbre qui nous empêche de voir en fait la forêt. Nous avons en place un système qui n'a jamais accepté le retour à la démocratie. Et je vous le dis en tant que vétéran de lutte contre ce régime-là. Chaque fois qu'il fait un pas en avant, il en fait deux en arrière. Nous avons bataillé pendant pratiquement 9 mois de ville morte pour obtenir simplement des nouvelles lois électorales, pour obtenir des libertés simples que l'on obtient partout, pour obtenir la décentralisation. Nous sommes allés on n'a pas eu la conférence nationale souveraine, mais on a eu la tripartite. À la tripartite, ils ont accepté de mettre en place un organe indépendant de gestion des élections. On est en septembre 1991. Ils acceptent le principe de la décentralisation. Il faut attendre 5 ans, M. Comon, pour que la Constitution consacre ce qu'on a obtenu en 1991. Mais allez voir sur le terrain aujourd'hui, le code électoral continue d'être ce qu'il est aujourd'hui là. C'est-à-dire un code électoral qui permet à l'administration d'entrer dans la gestion des partis politiques et de décider en fin de compte qui est président d'un parti politique et qui l'est. La décentralisation, quand même, n'existe pas. Pourtant, on est censé être un État unitaire décentralisé. Ça n'existe pas. Donc, je voudrais, c'est-à-dire que le scandale Maurice Kamto doit être pour nous, non pas un point pour focaliser sur cet incident particulier, mais comprendre la grossièreté d'un régime qui, lui, doit être renversé. Jean Kamsameni, vous êtes un stratège de la politique camerounaise. Vous faites partie de ceux-là qui ont fait trembler ce régime et l'ont profondément ébranlé. La dernière fois qu'il a été profondément ébranlé, c'était au début des années 90. Vous étiez à Cap-Liberté, vous étiez au cœur des villes mortes, au cœur de la campagne de John Frondi en 1992. Quelles sont désormais les chances de l'opposition camerounaise? Est-ce qu'il y a des cartes à jouer? Est-ce que tous les espoirs d'alternance ont disparu au Cameroun? De mon point de vue, pas du tout. Au contraire. Au contraire, comme le disait quelqu'un, c'est généralement un système qui donne au peuple l'arme qui permet de le renverser. Nous assistons à la fin d'un système. Nous assistons à un monarque, comme l'a dit Jean-Bruno Tanier. Clairement, tout le monde est convaincu au Cameroun que M. Biya ne dirige plus le pays. Mais parce que lui-même, il a construit un système qui était centré sur sa personne. Il était le détenteur du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a suffi qu'il y ait un petit groupe de gens autour de lui qui, à son auguste âge de 93 ans, contrôle l'accès à sa personne pour prendre le pouvoir au Cameroun. Or, ces personnes-là prennent le pouvoir sans responsabilité. Et il n'y a rien de plus grave que d'avoir des gens qui dirigent un pays sans en être véritablement responsables. M. Kamsameni, est-ce que vous m'entendez? Je vous demande si c'était pour vous le parachèvement, la preuve de l'existence d'une forme de coup d'État rampant au Cameroun. En vérité, Jean-Bruno l'a bien dit. J'ai combattu M. Biya dès son accession au pouvoir et je vous dis que à la fin, vous connaissez votre adversaire et vous savez quel genre de coup il fait. Ça, là, ce genre de coup grossier, M. Biya, il ne les fait pas. Il n'a pas peur il n'aurait pas peur de M. Kamto. Parce que je vais vous dire, moi j'ai analysé scientifiquement les chiffres des élections des 5 dernières années. Aucun candidat seul
ne peut vaincre le régime en l'état actuel des choses. Donc, cet acharnement est lié à des amateurs, des apprentis sorciers qui viennent de prendre l'accaparer un pouvoir qu'ils n'arrivent pas à gérer. Quelle est la fenêtre d'opportunité aujourd'hui pour l'opposition après l'élimination de Maurice Kamto? Bon, à l'heure actuelle, vous savez, dans une élection, hein, ce n'est pas les candidats qui votent, ce sont les électeurs qui votent. C'est-à-dire que le fait que le Conseil constitutionnel a beau empêcher un candidat X ou Y de se présenter, mais il ne va pas effacer d'un coup de signature les électeurs, vous comprenez? Donc, nous avions prévu ça. Nous savions, au regard de l'acharnement contre le professeur Maurice Kamto, qu'il n'accepterait jamais son retour. Mais donc, notre truc est aujourd'hui, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'obtenir un candidat consensuel autour duquel vont se rallier aussi bien les candidats retenus que les candidats non retenus, pour rassembler les électeurs dans un grand front anti-RDPC. C'est une opportunité historique. Nous ne devons pas la rater. Est-ce que les membres de l'opposition sont prêts pour cette opportunité historique quand vous parlez avec eux? Dans le cadre du groupe de Douala, j'ai rencontré tous les candidats d'abord. Et depuis 2020, je me fais fort de rencontrer tous ceux qui comptent comme opposition sérieuse au Cameroun. Et je reste à l'écoute du peuple. Et s'il y a une convergence aujourd'hui, c'est que tout le monde est arrivé à la conclusion, ou en tout cas la bonne majorité des acteurs politiques et du peuple camerounais, que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une unité autour d'un programme politique commun, porté par un candidat consensuel, autour duquel on se regroupe tous ceux qui veulent un changement au Cameroun. Alors, donc ça, si on fait un tel front, alors on pourra gagner, d'autant plus que les chiffres montrent clairement qu'il suffit au Cameroun de gagner un certain nombre de régions pour gagner l'élection présidentielle. Et cela est fortement possible aujourd'hui, pourvu que ceux qui veulent le changement acceptent de travailler ensemble autour d'un candidat consensuel. Et je ne parle pas de candidat unique. Hein. Il n'y aura pas de candidat unique. Le candidat consensuel, c'est celui qui accepte le programme commun et pour lequel un certain nombre d'acteurs importants se désistent et travaillent avec lui. Voilà la notion de candidat consensuel, c'est ça la stratégie. Si elle est mise en œuvre, elle marchera. Si le professeur, et dans le cadre de cette stratégie, le professeur Maurice Kamto, bien qu'étant recalé, a un rôle central à jouer. Ok, votre message en tout cas est passé, c'est une piste d'espoir pour l'opposition camerounaise. Jean-Bruno Tagneux, je voudrais qu'on parle un peu de la question de la censure de Naya TV. On a vu que vous étiez en direct qui a connu une forte affluence. Des dizaines de milliers de personnes sont venues regarder les joutes du Conseil constitutionnel sur les plateformes de Naya TV. Et puis, quick, ça a été coupé. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et évoquer également le climat de répression et d'atteinte à la liberté de la presse dans lequel on se trouve? Oui, effectivement, nous avions, avec toutes nos équipes, travaillé pour la diffusion en direct de ce contentieux électoral au Conseil constitutionnel. Et donc, nous avons commencé à le faire. Et au bout d'un certain temps, notre collègue qui était
siège du Conseil constitutionnel pour ce contentieux, a été alpagué par un individu qui lui a intimé l'ordre d'arrêter le direct. Et donc, il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le direct. Et par la suite, il a été expulsé de la salle, escorté par des forces de l'ordre qui lui ont demandé de quitter les lieux et toute notre équipe a dû quitter le Conseil. Mais puisque nous étions décidés à diffuser ce Conseil constitutionnel, à diffuser ce contentieux préélectoral, nous avons continué à le faire, cette fois par des moyens détournés. Donc, on n'avait pas les images, mais on avait au moins le son des débats tels qu'ils se déroulaient à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Pour nous, c'était quelque chose d'absolument important parce que nous avons considéré qu'il s'agit d'un abus, l'objectif étant d'empêcher que les Camerounais soient témoins de tout ce qui se déroulait à l'intérieur de ce Conseil constitutionnel. Il n'y avait aucune raison de l'empêcher. Et moi, je suis absolument stupéfait de voir que la plupart des journalistes ont accepté un tel abus de manière tout à fait docile. Et cela participe de l'opacité qui est jetée dans tout le processus électoral. Alors, Théophile, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les médias, soi-disant, n'ont pas le droit, au moment où l'élection se déroule, de rendre compte des résultats auxquels ils ont assisté dans un bureau de vote au moment où on clôture le bureau de vote? Je m'explique. C'est-à-dire que je suis journaliste, envoyé spécial d'une radio, dans le bureau de vote X, j'assiste à la clôture des votes, au décompte, j'ai les résultats, je n'ai pas le droit de faire un direct avec ma radio pour dire dans tel bureau de vote, le premier c'est tel, avec tel nombre de voix, ainsi de suite. On dit non, la loi dit que seul le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Non, il ne s'agit pas de proclamation des résultats, mais il s'agit du travail basique d'un journaliste qui est de raconter ce qu'il a vu et entendu dans un bureau de vote. Et tout cela participe d'une stratégie de fraude parce que les gens savent très bien que si on rend compte de la plupart des bureaux, de ce qui s'est passé dans la plupart des bureaux de vote à travers le pays, il suffira en fin de journée de faire la sommation de tout cela et d'avoir des tendances sûres de qui a été élu au bout du processus. Mais cela est refusé au Cameroun. Et il vous souvient qu'au Sénégal, dans les années 2000, c'est ce direct-là au moment où arrivait le téléphone portable en Afrique et tout avec les radios au Sénégal, c'est cela qui a permis. Je pense que les Camerounais, et surtout les journalistes camerounais, n'ont pas suffisamment compris que dans l'histoire des peuples, on construit les nations, on construit les démocraties au prix d'un certain nombre de transgressions. C'est vrai qu'aucune loi ne refuse à un journaliste de rendre compte de ce qu'il a vu et entendu dans un bureau de vote. Et même si cette loi le disait, ce serait une loi qui est absolument scélérate et pour le bien de la démocratie camerounaise et pour le bien du droit à l'information des Camerounais, il faut passer massivement outre ce genre de choses qui participent de l'opacité et de la volonté de tricher qui plane sur les processus électoraux camerounais. Jean-Bruno Tagneux, courage et félicitations à Naya TV. Merci également à Djekan Tchameni. On suit l'actualité camerounaise, bien entendu. On reviendra abondamment là-dessus.